maximale 22 degrés. Nous fêterons Médard demain. Excellente soirée à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une du Journal des Alpes, l'arrivée de l'équipe d'Allemagne qui a choisi Évian comme camp de base pour la phase finale de l'Euro de football 2016. Au total, ce sont 300 personnes qui vont être logées dans la cité thermale. Premier match samedi à Marseille contre la Russie pour les Allemands. Plus discrètement, l'Islande s'est-elle installée à Annecy-le-Vieux. Les parents d'élèves de la cité scolaire de Lédy à Roussillon dénoncent la vétusté des 3 établissements qui la composent, un collège, un lycée et un lycée professionnel. Certains équipements, la plomberie, l'électricité et la toiture n'ont pas été rénovés depuis sa création en 1966. La gare de téléphérique du Télécabine de Montverrier près d'Annecy accueille désormais la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. 8000 documents y sont rassemblés, des films tournés par des particuliers et des entreprises, un véritable trésor, témoin de la vie quotidienne et de la richesse du patrimoine de la région. Dans le journal national présenté ce soir par Carole Gessler, le nord de la France touché une nouvelle fois par les intempéries, des orages localement très violents. Un septuagénaire est mort noyé dans sa voiture dans le Pas-de-Calais. 19 départements sont placés en vigilance orange. Et puis à 3 jours de l'Euro, la grève à la SNCF est reconduite malgré un projet d'accord accepté par les syndicats réformistes. La CGT a jusqu'au 14 juin pour donner sa réponse. Le gouvernement dénonce un mouvement incompréhensible et appelle chacun à prendre ses responsabilités. L'Euro a donc débuté dans les Alpes ce mardi 7 juin avec l'arrivée des équipes qui ont choisi de s'installer dans notre région. À tout seigneur, tout honneur, l'équipe d'Allemagne, la Mannschaft, championne du monde en titre, a débarqué à l'aéroport de Chambéry-Vauglan pour s'engouffrer rapidement dans un bus direction les bords du lac Léman. L'ensemble des joueurs, le staff technique, les dirigeants, cela représente environ 300 personnes. Évian, où l'on rejoint Céline Aubert-Gray et Christian Mathieu. Nous sommes au stade Camille Fournier à Évian où d'ici quelques minutes, ils vont venir s'entraîner. Die Adler, les Aigles, surnom des stars de la Mannschaft. La mythique équipe allemande, championne du monde, va livrer ici son unique séance publique et elle est très attendue. On est excité, tout le monde est excité de voir l'Allemagne. Allez les Bleus! Et allez l'Allemagne aussi. Ouais. Il y a quelques heures à peine, ils atterrissaient sur le sol français. Mario Götze, Toni Kroos, Manuel Neuer, le 11 allemand, 4 fois champion du monde. C'est à Évian que l'équipe va établir son camp de base. 10 millions de personnes regardent l'équipe d'Allemagne quand elle joue contre une autre nation. Les personnalités des joueurs sont très bonnes car ils ne sont pas agressifs. Ils ne sont pas méchants. Ils sont jeunes, ils veulent être en contact avec de jeunes joueurs comme eux. 300 journalistes sont arrivés à Évian aujourd'hui pour couvrir l'événement. Et si les rues de la cité chablaise sont encore bien calmes, les restaurants et les commerces se préparent à l'afflux de supporters allemands. Des retombées économiques sur lesquelles la ville compte beaucoup. Évian a charmé la fédération allemande, mais elle ne fait pas partie des villes homologuées. Du coup, l'UEFA n'a pas donné un sou. Évian a, elle, investi plus de 600 000 €. Retour sur investissement, et certains ne le croient pas, mais moi j'ai encore des retombées du G8, 10 ans après, 13 ans après. Et là, je pense que, parce qu'on ne fait pas ça pour la ville ne récupère rien, mais c'est pour le commerce, l'économie, les Allemands qui avaient l'habitude peut-être d'aller en vacances au Portugal, en Espagne ou au Maghreb, eh ben, ils viendront à Évian. Évian devrait vivre à l'heure allemande durant une grande partie et pourquoi pas durant tout l'Euro 2016 si, comme les journalistes allemands en rêvent, la grande finale se joue entre la France et l'Allemagne. La seconde équipe de l'Euro dans les Alpes est celle d'Islande. Elle est basée à Annecy-le-Vieux. Elle jouera mardi 14 juin contre le Portugal à Saint-Étienne. On le sait, beaucoup d'inquiétudes autour de cet Euro de football à propos de la sécurité, notamment dans ce que l'on appelle les fan zones, ces endroits où seront accueillis tous les supporters avant, pendant et après les matchs. La plus proche est celle de Lyon, place Bellecour. Émilie Rosso, Arnaud Jacques. Place Bellecour, on ne voit plus que ça, on ne parle plus que de ça. La fan zone est en train de se monter juste derrière moi. Alors parmi les sujets de discussion, quelles conséquences, quelles nuisances et puis surtout l'aspect sécurité. J'habite juste place Bellecour et j'ai peur de l'attentat ou d'un risque
risque d'accident, d'un risque de pétard, d'un risque... Voilà, c'est plus ça qui me fait peur, parce que je la traverse 6 fois par jour, la place. Donc voilà, j'ai peur de la foule. Je crois que je ne suis pas la seule à avoir peur de ce qui risque de se passer. Car dans les rues adjacentes aussi, les riverains sont inquiets. On craint pour notre sécurité, la sécurité des enfants. Nous, déjà, on est obligé de faire tout le tour et passer par des rues derrière. Et on se dit, bon voilà, s'il se passe quelque chose, s'il y a un mouvement de panique, un mouvement de foule, derrière les gens qui vont passer, est-ce que nous, on ne va pas se retrouver coincés dans des rues avec nos enfants, etc. 20 000 personnes réunies chaque jour sur la place. Un risque et une opportunité. Les commerçants sont donc plus philosophes. Le soir, nous, on est fermés. On espère juste qu'on n'aura pas de vitrine cassée. Je crois que c'est la principale crainte, en fait. Après, dans la journée, on est quand même bien encadré. Pirates est là. Ils seront là, je suppose, pour réagir s'il y avait le moindre problème. Pour savoir à quoi ils doivent s'attendre, les habitants de la place attendent donc l'exercice de ce soir avec intérêt. Un exercice qui devrait mobiliser 450 policiers et secouristes, près de 180 figurants. Alors le scénario est double. D'abord un kamikaze avec une ceinture d'explosifs dans la file d'attente et puis 2 tireurs cachés dans la foule. L'objectif aussi est double. D'abord travailler la coordination des équipes et puis bien sûr rassurer la population. Avec cette actualité de l'euro, des mouvements sociaux, les agriculteurs ont bien du mal à se faire une petite place médiatique et pourtant leurs inquiétudes sont nombreuses à tel point que la FDSEA et les jeunes agriculteurs de l'Isère réunis à Voiron demandent la mise en place d'un plan de soutien équivalent à celui de l'année dernière. Marion Feutry, Gilles Ragri. Allez, on y va. Avec ses 50 vaches laitières, cette agricultrice a du mal à joindre les deux bouts. Si 2015 a été une mauvaise année, avec 20 000 € de chiffre d'affaires en moins sur son exploitation, 2016 ne s'annonce pas mieux. Donc nous, on produit 320 000 litres de lait. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un comparatif. Pour les 4 premiers mois de l'année, on est déjà à moins 8 800 €, moins 9 000 € sur l'exploitation, sur le chiffre d'affaires de l'exploitation de cette année en lait. C'est de l'incertitude et je crois que cette incertitude la pèse. Enfin, moi, me tranquillise pas, quoi. Car à 25 centimes le litre, le lait qu'elle tire de ses vaches lui permet à peine de rentrer dans ses frais. Malgré une activité diversifiée, difficile de s'assurer un revenu ou de mettre de côté pour investir. Une situation fragile, partagée par l'ensemble de la filière. Où effectivement, en ce moment, on ne bouffe pas. Il faut être clair, on boucle pas et on ne bouffe pas. Lait, viande, céréales, des prix trop bas selon les agriculteurs, fixés sans tenir compte des coûts de production. Comme l'an dernier, ils réclament l'aide du gouvernement. Je suis déçu d'avoir à vous dire ça. Ce que je voudrais pouvoir vous dire, c'est que les négociations qu'on mène avec les partenaires économiques vont nous amener vers des jours meilleurs. Mais aujourd'hui, c'est pour trop loin. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'immédiat. Et dans l'immédiat, aujourd'hui, pour traverser 2016, on a vraiment besoin d'un deuxième plan de soutien. L'an dernier, 700 millions € ont été débloqués en soutien aux éleveurs. Cette fois, c'est toute la filière qui appelle au secours. À Roussillon, en Isère, cela fait 20 ans que les parents d'élèves entendent parler d'un projet de réaménagement de la cité scolaire de Lédy. Mais jusque-là, rien n'a bougé. Alors aujourd'hui, ils organisaient une manifestation, faisaient signer une pétition pour qu'enfin le toit de leur établissement cesse de fuir, que la plomberie soit changée, l'électricité rénovée, etc., etc. Cédric Picot, Vincent Abran. C'est un bâtiment qui fait bien son âge. 50 ans cette année. Façade, fenêtres, vue de l'extérieur, tout est d'époque. L'intérieur serait dans le même état, impossible pour nous de rentrer dans le bâtiment. Mais devant les grilles, les élèves témoignent. C'est tout délabré, quoi. C'est les peintures, ça se barre tout, c'est compliqué, quoi. L'hiver, il fait froid, on est obligé de se mettre dans les couloirs pour pas avoir froid, ou le foyer qui est chauffé. Voilà. Parce que les salles de cours sont pas chauffées? Si, elles sont chauffées, mais bon, ça reste pas longtemps. Une mauvaise isolation, des problèmes d'étanchéité sur la toiture. Ici, les griefs sont nombreux. Aujourd'hui, les élèves, leurs parents et le personnel de la cité scolaire se sont réunis devant l'établissement. Un appel à la réhabilitation de l'établissement qu'ils attendent depuis 20 ans. Ça se dégrade de plus en plus, malheureusement, quoi. Et je trouve que c'est pas normal que des enfants, parce que pour moi ce sont des enfants, puissent étudier dans des conditions pareilles. Ce n'est pas normal.
Un collège, un lycée technique, 1650 élèves fréquentent la cité scolaire de Lédy. Leurs parents vantent l'ambiance de l'établissement, son projet pédagogique et son équipe, mais ils s'inquiètent de voir leurs enfants étudier dans ces bâtiments. Ils affirment qu'ici, l'électricité et la plomberie datent de 1966. La plomberie, à cette époque-là, il y avait du plomb, donc on suppose qu'il y a peut-être du plomb dans l'eau que boivent nos enfants. Quand même, c'est dangereux. La nouvelle majorité du conseil régional déclare avoir repris le dossier en main. Mais les parents n'en peuvent plus d'attendre le début d'éventuels travaux. Ils sont allés jusqu'à demander de l'aide à des artisans bénévoles sur un site de petites annonces. 3 personnes se sont déjà manifestées. Journée importante aujourd'hui dans le procès des 5 hommes accusés d'avoir tué un policier en le fauchant avec leur voiture le 11 avril 2012 à Saint-Alban-l'Est en Savoie. L'épouse de Cédric Papatico témoignait pour la première fois. Mère d'une fillette de 6 ans, elle a accouché d'une deuxième fille juste après le drame. Marie Michelier, Dominique Sommet. 7e jour de procès devant les assises de Savoie à Chambéry, une journée consacrée aux derniers témoignages. Et parmi ceux-ci, celui de Sandrine Papatico, 38 ans. Elle est la veuve du brigadier chef Cédric Papatico, qui avait perdu la vie lors du casse de Saint-Alban-l'Est le 11 avril 2012. Entendue en tant que partie civile à titre de renseignement, elle a demandé à prendre la parole avant de répondre aux questions. Digne d'une voix calme et posée, elle a d'abord dit sa colère. Je m'attendais à me retrouver face à une instance solennelle, les assises. Mais depuis une semaine, c'est un véritable théâtre où l'on s'invective. Je trouve cela irrespectueux pour Cédric, pour mon mari. Je me suis couchée la nuit du 10 avril, mariée, enceinte. Je me suis levée le 11, j'étais veuve. C'était le chaos. Elle poursuit. 4 ans, ça semble vieux pour tout le monde. Je suis la seule ici pour qui c'était hier. Depuis 4 ans, en effet, Sandrine Papatico attend ce moment, cette confrontation, dans l'espoir de la vérité. Ils sont 4 ici, mais je veux savoir qui a appuyé, qui a conduit. C'était très important. Je crois qu'elle bouillonne depuis toutes ces années pour exprimer ce qui a fait sa pensée, toute sa souffrance avec la disparition de son conjoint dans des circonstances qui ont été terribles. Donc elle avait ce besoin de dire, peut-être de leur dire directement des choses. La partie civile et le rôle de cette voix, c'est précisément d'exprimer sa mémoire de cet homme qui a souffert, qui a été traîné par une voiture sur une trentaine de mètres, qui est décédé de blessures gravissimes. On ne peut pas l'oublier. Au président, Sandrine Papatico dira en conclusion « Monsieur, vous avez dit que les accusés présents dans le box risquaient tous la perpétuité. Le seul qui a pris la perpétuité, c'est Cédric. Et puis nous aussi, nos vies ont été balayées en une fraction de seconde. Faites en sorte que la justice ne soit ni sourde ni muette. » La parole a été une nouvelle fois donnée aux accusés. Tous nient toujours leur implication dans les faits. Les débats sont maintenant terminés. Demain, place aux plaidoiries de la partie civile avant les réquisitions de l'avocat général. Jeudi, la parole sera donnée à la défense. Le verdict est attendu vendredi matin. Un homme grièvement blessé par balle a été secouru dans le quartier du Limousin à Échirolles. Il pourrait s'agir d'une échauffourée qui a dégénéré quelques heures plus tôt au même endroit à la suite d'un accident de la circulation. Les explications sur notre site internet alpes.france3.fr. Et les recherches ont encore été vaines aujourd'hui pour retrouver un randonneur porté disparu depuis 5 jours. Sa compagne, a elle été retrouvée dimanche victime d'une fracture tibia-péronée secourue. Le couple faisait du canyoning dans les cascades du Bâton, dans le vallon de la Romanche. L'accident qui les a séparés est intervenu lors d'une descente en rappel. Au 8e jour de grève des cheminots, le mouvement continue sur la région de Lyon, un mouvement qui a un gros impact sur le trafic puisqu'il touche principalement les conducteurs et les contrôleurs. Résultat, ce matin, en gare de la Part-Dieu, des trains annulés, y compris des TGV et des retards sur le réseau régional. Patrick Perel, Myriam Figaro. À la gare Part-Dieu, les jours se suivent et finissent par se ressembler. Les tableaux numériques sur le trafic affichent en temps réel à peu près les mêmes prévisions. Et le personnel en gilet rouge, tablette à la main, renseigne au mieux les voyageurs grâce à son application dédiée. Mais ça ne fait pas plus de trains pour autant. Ce TGV pour Lille, par exemple, a été supprimé. Il faut prendre le 9h04 sur Paris, vous arrivez gare de Lyon, vous allez gare du Nord, et gare du Nord, vous avez un 12h28 qui vous fait arriver à 13h48 à Lille. Bon, vous prenez ça avec bonne humeur, j'ai l'impression. Oui, parce que je suis bien entouré, c'est pour ça.
Voilà. Non, ça aurait été plus difficile s'il n'y avait pas eu de solution. Là, il y a une solution, donc ça va le faire. Mais pour une mésaventure d'un jour, il y a le quotidien des abonnés, notamment ceux des trains en provenance ou en direction de Saint-Étienne ou des Alpes. L'agacement et la fatigue se font sentir. Un peu désabusé quand même. Oui, tout à fait. C'est assez fatigant. On a une vie de famille. On ne sait pas quand on arrive sur le lieu de travail. Il faut systématiquement prévenir son employeur. On ne sait pas quand on embauche, on ne sait pas quand on débauche. Et puis on ne sait pas quand on rentre chez nous surtout. Et ce n'est pas fini. En fin de matinée, le mouvement a été reconduit sur l'ensemble des établissements de Lyon jusqu'à mercredi. Le projet d'accord sur l'organisation du travail mis au point la nuit dernière à Paris ne satisfait pas les cheminots. Pour Sud, c'est non. La CGT, de son côté, consulte sa base. C'est des choses qui sont extrêmement importantes parce qu'on part là sur des dizaines d'années de conditions de vie et de travail des cheminots. Donc nos bases seront consultées, mais pour la Fédération CGT des cheminots, il n'y a effectivement pas, à l'heure d'aujourd'hui, de décision prise sur la signature de cet accord d'entreprise, en l'état. Le préavis est reconduit au minimum jusqu'à mercredi 10h. Une nouvelle journée sans pour les usagers, à 3 jours de l'Euro de football. En sport, l'événement de la semaine, c'est bien entendu le Critérium du Dauphiné. Aujourd'hui, les coureurs prenaient le départ à Crèche-sur-Saône pour rejoindre Chalmazel-Jansanière dans la Loire. 168 km à parcourir avec une côte en fin de parcours, classée 2e catégorie. Alexis Goujard, AG2R La Mondiale, s'est glissé dans l'échappée du jour, mais dans l'ultime ascension, il a été rejoint puis décroché par 4 poursuivants, Tony Galopin, Serge Pauwels, Fabrice Jean Desbose et Bartosz Uzarski. Mais cet échappé à son tour ne va pas résister au retour de peloton qui fait la jonction à 300 mètres de l'arrivée, une arrivée en côte qui voit la victoire de l'Espagnol Jesus Herrada de l'équipe Movistar. Et puis vous l'avez vu, pour AG2R, l'étape s'est plutôt mal finie avec la chute conjointe des 2 leaders de l'équipe, Romain Bardet et Alexis Vuillermoz. Romain Bardet arrive avec 45 secondes de retard, ce qui ruine ses espoirs au classement général. Un classement général toujours mené par Alberto Contador. À l'arrivée donc de cette étape, on retrouve sur place Daniel Despin et Didier Albrand. C'est une étape qui a été vécue de l'intérieur par un ancien coureur cycliste isérois, Jérôme Neuville. Ce spécialiste de la piste a été plusieurs fois champion du monde et chaque année, il reprend la route du Critérium comme chauffeur de luxe. La quarantaine à peine, Jérôme Neuville était un as de la piste. Américaine, scratch, il a été 3 fois champion du monde au début des années 2000. Aujourd'hui, il travaille à la métro de Grenoble, mais de temps en temps, il s'évade et replonge dans le milieu. Quand j'ai raccroché en 2008, depuis j'ai presque pas fait de vélo. Mais voilà, ça me manque pas forcément. Après c'est plus l'ambiance des courses, etc. qui me manquait. C'est vrai que d'être sur une course de vélo comme le Critérium, qui est quand même en plus une très belle course, ça fait plaisir. Son job, embarquer des invités du Critérium pour les emmener au cœur du peloton. Les collègues pilotes invités, vous m'entendez ? Un travail de connaisseur qui pour la plupart sont des anciens coureurs comme lui. L'immersion dans la course, c'est tout un art. Donc on est au milieu de la course avec les voitures, on est devant le peloton, on peut se mettre derrière les échappées s'il y a des échappées et on vit la course du début à la fin. Et ça fait découvrir aussi aux invités comment ça se passe une course et c'est vrai que c'est sympa parce que ils sont toujours impressionnés de voir un peu comment ça se passe. Après avec les descentes des fois c'est un peu chaud parce que c'est vrai que en vélo on va très vite en descente, en voiture il faut suivre, du coup ils sont bien accrochés, ils sont impressionnés et puis on voit des super paysages dans la région en plus. Pour Jérôme, c'est l'échappée belle et le plaisir de retrouver le goût de la route, des journées longues, des journées pleines, de sensations et d'émotions. À la fin de la journée, on est quand même bien fatigué parce qu'il faut être concentré toute la journée sur la course. Après, on a encore des transferts derrière pour aller aux hôtels, donc ça fait des bonnes journées quand même. Mais c'est un plaisir. Chauffeur de luxe, pilote 4 étoiles, c'est la deuxième vie de Jérôme Neuville. On prend les mêmes et on recommence. De la Loire à l'Ardèche, les coureurs vont avaler 187 km 500. Départ à Bouêne-sur-Lignon, arrivée à Tournon-sur-Rhône. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. Et plutôt une arrivée au sprint à laquelle on s'attend. Alpinisme, depuis 2 ans, le groupe féminin de haute montagne de la FFCAM s'entraîne et se forme avec en ligne de mire une grande expédition. L'objectif est aujourd'hui précisé, ce seront des sommets de Bolivie, encore vierges de toute trace humaine et qui culminent au-dessus
de 6000 mètres. Françoise Guay et Vincent Abran ont rencontré des membres du groupe pour en savoir un peu plus. Quelques barreaux, un petit sentier le long de la falaise, et c'est la surprise. Au-dessus d'une usine de l'agglomération grenobloise, une grotte incroyable dédiée à une pratique de plus en plus en vogue. Là, on va faire du dry tooling. Donc en gros, c'est de s'entraîner avec des piolets. Nous, on le fait surtout pour s'entraîner à la cascade de glace pour l'hiver. Voilà. L'intérêt de ce site, c'est qu'on est à l'abri de la pluie. Exactement. Et comme on n'a pas de chance ce printemps, voilà, on en profite. Et pour en profiter aujourd'hui, uniquement des filles, les grimpeuses du groupe féminin de haute montagne. Une équipe soudée de 8 sportives hyper motivées, escalade, alpinisme, cascade de glace, ski de rando. Depuis 2 ans, dans le cadre du CAF, les entraînements succèdent aux formations. Objectif, se booster entre nanas. Et ben voilà, ça c'est fait. C'est un esprit un peu relax, mais tout en espérant, en cherchant le meilleur de soi. On n'est pas emmené par un garçon et on se met moins en retrait. Peut-être culturellement, on a quelque chose qui est un peu trop ancré. Et nous, on est là pour dépasser ça et ça marche très bien en effet. Devenue autonome au fil de ces 24 mois ensemble, la petite équipe de montagnardes passe à la vitesse supérieure. Fin juillet, une expédition en Bolivie en 2 temps. D'abord, acclimatation et ouverture de voies dans la cordillère au nord-ouest de La Paz. Puis, rencontre et ascension avec des femmes alpinistes locales. Bref, des cordées andino-alpines, 100% féminines. On attend de voir l'état d'esprit dans lequel elles vont en montagne. Savoir si c'est... si c'est un peu comme nous dans les Alpes, si c'est plus compliqué pour elles parce qu'elles ont sûrement plus de difficultés à trouver du matériel. Voilà. Et puis, je pense qu'elles ont beaucoup de connaissances du milieu là-bas, des cordillères, et donc qu'elles peuvent beaucoup nous apporter aussi de ce côté-là. De cette belle aventure, allez, let's go. C'est encore Pauline qui s'y colle. Un film sera réalisé grâce à la caméra de l'association Images Solidaires. À 1 mois du départ, les filles sont toutes prêtes, en France comme en Amérique latine. Reste à boucler le budget. Un financement participatif vient d'être lancé. Gros plan pour finir ce journal sur la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain qui est installée dans un lieu très original, la gare de départ du téléphérique du Mont-Verrier près d'Annecy, un lieu chargé d'histoire dans lequel sont conservés des milliers de films. Ariane Comsabary, Christian Mathieu. Il a longtemps fait la renommée d'Annecy et des environs. 50 ans durant, de 1934 à 1984, le téléphérique du Mont-Verrier a transporté 2 millions de passagers. Au sommet, un panorama unique, le Mont Blanc d'un côté, le lac d'Annecy de l'autre. La plus grosse année d'exploitation ici, c'était 1949. Il y a eu 69 000 visiteurs. Puis après, ça a un petit peu chuté. Et puis, comme c'est un téléphérique où au sommet, il n'y a rien à faire, c'est une crête escarpée, eh bien, il a été complètement dépassé par les téléphériques de sport d'hiver. La roue tourne encore aujourd'hui, mais la pellicule a remplacé les câbles du télécabine. La gare de départ, récemment réhabilitée, accueille désormais la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. Vous avez des tables de montage 16 mm et au fond une table de 35 mm. Pour l'anecdote, c'est une table qui vient du Festival de Cannes, qui servait à vérifier les copies avant de les projeter. Un lieu chargé d'histoire que l'on peut visiter sur réservation. J'ai connu le téléphérique. Il a été arrêté en 84, vous avez dit. Moi, j'ai connu ça avant. Je suis arrivé au sommet avec lui. Vous voyez l'âge que j'ai, hein? J'ai quand même 85 ans, donc j'ai vécu tout ça. Mais la mission première de la Cinémathèque, c'est de collecter et de restaurer des films inédits liés au territoire. Images d'amateurs ou films d'entreprise, près de 8000 documents sont sauvegardés ici. Tous ces films-là qui nous entourent, si la Cinémathèque n'était pas là,
Il dormirait dans des greniers, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, il serait à la déchetterie. C'est des films dont personne ne se préoccupe. Une fois qu'ils sont tournés, une fois que les particuliers les ont tournés, si jamais dans la famille ou dans l'entreprise, il n'y a pas quelqu'un vraiment qui a cette ferveur patrimoniale, c'est des films qui disparaissent, qui sont rayés de la carte. Près de 1000 heures de films ont déjà été numérisés. Un patrimoine inestimable à découvrir quelques soirées par mois dans la salle de projection. On espère ici toucher un public aussi large qu'à l'époque du téléphérique. Avant de se quitter, le rappel des principales informations de ce journal. D'abord, l'arrivée de l'équipe d'Allemagne, championne du monde en titre, qui a choisi Évian comme camp de base pour la phase finale de l'Euro de football 2016. Au total, ce sont 300 personnes qui vont être logées dans la cité thermale, joueurs, encadrement, journalistes. Leur premier match, ce sera samedi à Marseille contre la Russie. Et puis plus discrètement, l'Islande s'est installée, elle, à Annecy-le-Vieux. Son premier match est le mardi 14 juin contre le Portugal. Et là, ce sera à Saint-Étienne. Et puis les parents d'élèves de la cité scolaire de Lédy à Roussillon qui dénoncent la vétusté des 3 établissements qui la composent, un collège, un lycée et un lycée professionnel. Certains équipements, la plomberie, l'électricité, la toiture n'ont pas été rénovés depuis sa création en 1900.